Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans ce journal. Nous ouvrirons cette édition avec la pose de la première pierre du collège-lycée FANB avenue de Roqueville. Lorsqu'écrivains et lecteurs se rencontrent, cela donne toujours des conversations intéressantes. C'était le cas ce lundi à la médiathèque, rencontre organisée par la Fondation Prince-Pierre. Nous irons en Espagne au musée Guggenheim de Bilbao pour découvrir l'exposition consacrée à Francis Bacon. Clap de fin pour Tabanaba, l'exposition organisée par le musée océanographique. Le ministre d'État a rencontré 25 rédacteurs en chef et responsables des programmes européens des radios membres du réseau Euranet+. La direction de la coopération internationale de Monaco vient de réunir autour d'elle ses coordinateurs techniques, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée, de découvrir les perspectives d'avenir. Et enfin, un focus sur le I Move for Peace Run, organisé par Peace and Sport, un jogging collectif jusqu'à la Mala pour financer les prochains Jeux de l'amitié au Rwanda. Comme je viens de vous le dire, nous ouvrons ce journal avec la pose de la première pierre du collège-lycée François d'Assise Nicolas Barré, pose qui a eu lieu ce mardi en présence de leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène, ainsi que de nombreuses personnalités. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau. Le site de Roqueville accueillait historiquement l'ancien établissement secondaire François d'Assise Nicolas Barré, un établissement plus que centenaire et qui présentait des signes de fragilité. Il était donc nécessaire d'envisager une démolition-reconstruction du bâtiment. Une première phase a débuté en 2014 par la démolition. Place aujourd'hui à la construction et à la pose de la première pierre du bâtiment par leurs Altesses Sérénissimes le Prince Albert II et la Princesse Charlène. C'est un bâtiment qui, dans les volumétries, va monter un petit peu plus haut que l'ancien, puisqu'on va monter jusqu'à 8 niveaux, qui a donc aussi profité dans le timing de l'opération, le calendrier d'opération tirage, c'est-à-dire qu'en fait on a pu vider le bâtiment anciennement occupé quand le lycée technique et hôtelier a été livré en mars 2013. Donc on a pu réaménager les anciens locaux pour le transférer les occupants du site et puis démarrer la démolition. Et là maintenant on est dans la phase démolition qui est quasiment terminée, les terrassements, et maintenant c'est le béton là, qui va commencer à remonter. Donc voilà, c'est une opération donc, qui est portée par le service des travaux publics, qui est budgétée au budget de l'État pour un montant de l'ordre un petit peu moins de 60 millions d'euros TTC. Conformément aux souhaits du Prince Albert II et comme étudié avec l'architecte du projet, Chérif Jallan, l'ensemble de l'opération s'inscrit dans une démarche de développement durable visant une certification haute qualité environnementale. Projet qui a été présenté au couple princier ce mardi 4 octobre, une date qui n'a pas été choisie par hasard. La date a été retenue parce qu'aujourd'hui c'est Saint François d'Assise, donc Monseigneur Barcy tenait absolument qu'il y ait, on va dire, une commémoration par rapport à notre saint. Nous sommes l'école François d'Assise Nicolas Barré. C'est une étape, pourquoi ? Parce que nous attendons depuis quelques temps quand même cette réunification. Jusqu'à présent nous avons 2 sites, le site collège qui se trouve sur Monaco-Ville et le site lycée qui se trouve sur l'anciennement Annonciade. Dès février 2019, le collège et le lycée FNB trouvera son point d'orgue ici et nous en sommes ravis dans la mesure où nous sommes un établissement qui compte à l'heure actuelle, qui comptera à peu près 750 élèves, ce qui est pour nous, si vous voulez, un challenge et nous en sommes ravis. L'achèvement de cet établissement est programmé pour le dernier trimestre 2018, rentrée prévue en février 2019 pour les élèves de la 6e à la terminale du collège-lycée FANB. La Fondation Prince-Pierre a organisé sa remise des prix 2016 ce mardi soir à la salle Garnier. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. En attendant, Sandrine Neck vous propose un reportage sur une rencontre à la médiathèque. Rencontre qui a toujours un vif succès entre lecteurs et écrivains. Aviez-vous conscience de la fin de votre histoire dès l'écriture des premières pages ? Vos personnages vous ressemblent-ils ? Voici quelques exemples de questions qui ont pu être posées directement aux écrivains en lice pour le prix de la Bourse de la Découverte, un privilège proposé par la Fondation Prince-Pierre. C'est très important et puis très enrichissant surtout parce que quand on sort un livre, on est tout de suite dépossédé de l'œuvre. Et on n'a pas de contact avec les gens qui le lisent, donc c'est une chose de lire des critiques, mais c'est autre chose de vraiment échanger de vive voix avec des gens. Donc oui, je pense que c'est très bien. Oui, je dirais un petit peu la même chose. C'est une rencontre, finalement, le musicien ou l'acteur de théâtre, par exemple, il a un contact immédiat avec son public. Nous, ce n'est pas vraiment le cas, puisque notre public, il nous lit dans la solitude, comme on a écrit nos livres dans la solitude. Et le fait de pouvoir le rencontrer, c'est une chance, effectivement.
J'aime rencontrer les auteurs et avoir leur avis, savoir qu'est-ce qui les a poussés à écrire et voir, comparer avec ce que je ressens. Et Garance Meillon, Julien Donadil, mais aussi Stéphane Barsac, Paul Gréveillac, Pascal Manoukian et Séverine Verba. Ces 6 auteurs ont pu passer plusieurs heures avec leurs lecteurs, des collégiens notamment, et les interroger à leur tour. Ce serait plus des questions sur comment ils ont perçu tel ou tel personnage, voir si des intentions ont bien été comprises, ou des choses qu'on a volontairement laissées floues, qui sont passées ou pas, parce qu'on n'est pas totalement transparent quand on écrit quelque chose. Et donc savoir voilà, un petit peu des choses personnelles. Donc on se posait la question quand on écrivait, et ensuite voir si c'est passé ou pas. Ce qui revient assez souvent quand j'ai l'occasion de parler de mon livre avec des lecteurs, mais je pense que c'est le cas de tout auteur qui parle de ses livres avec des lecteurs, c'est quelle est la dimension autobiographique du roman. Et donc moi, ce que j'essaie de faire, c'est de montrer au lecteur et de faire la part des choses. Oui, évidemment, quand on est écrivain, on se sert de son expérience personnelle pour écrire des choses, forcément, mais en même temps, on la recompose complètement et finalement, c'est pas très intéressant. C'est pas ça qui est intéressant dans le livre. Et l'un de ces visages est à l'heure qu'il est devenu lauréat du prix de la Bourse de la Découverte 2016. Vous découvrirez son identité mercredi dès 19h sur Monaco Info. Un écrivain qui admire très certainement tous ces auteurs réunis ici sur ces images autour de la présidente de la Fondation Prince-Pierre, son Altesse Royale, la princesse Caroline de Hanovre. Nous allons nous rendre à présent en Espagne, à Bilbao. C'est dans cette ville que se trouve l'un des musées les plus mythiques au monde. Depuis quelques jours, l'exposition consacrée à Francis Bacon, et qui était déjà présentée tout au long de l'été dernier au Grimaldi Forum, y est à découvrir. Reportage sur place de Patricia Navarro et Sylvain Péroumal. Il trône fièrement en plein cœur de Bilbao. Son architecture originale intrigue et fascine au premier regard. Mais au-delà de cette image qui lui a assuré une notoriété dans le monde entier, le musée Guggenheim fait référence. Sa collection permanente est remarquable avec des pièces, là aussi, qui sont connues internationalement. Et c'est ici, dans ces salles, dont les espaces sont aussi surprenants que la façade extérieure, que les œuvres de Francis Bacon sont exposées depuis la fin du mois de septembre. L'exposition consacrée à cet artiste majeur du XXe siècle arrive tout droit de Monaco, où elle a été produite par le Grimaldi Forum. Une très belle reconnaissance pour les équipes du Centre de Congrès Monégasque qui ne pouvaient rêver de plus beaux partenariats pour l'itinérance de cette exposition. C'est une très très belle récompense. C'est effectivement un travail qui a débuté il y a 3 ans. Puisque j'étais avec Catherine dans ces mêmes murs pour négocier cette coproduction avec le Guggenheim qui nous avait appelés. Vous savez qu'on travaille ces expositions très longtemps à l'avance et le Guggenheim Bilbao était au courant de notre projet d'exposition. Et vous le savez aussi, les Bacon sont relativement... Enfin, la production de Bacon est assez rare. Le réseau de collectionneurs privés est important pour avoir une expo, je dirais, un petit peu exceptionnelle qui sort de l'ordinaire, où l'on peut présenter des œuvres différentes de celles que tout le monde connaît, qui sont dans les grands musées. Donc, je crois que le succès d'une exposition comme celle que l'on a faite cet été et qui aujourd'hui vient trouver une deuxième étape au Guggenheim, c'est précisément cette combinaison de tableaux de grands musées et aussi de collectionneurs privés. 80% des œuvres qui étaient exposées au Grimaldi Forum ont été transférées au musée Guggenheim. Le commissaire de l'exposition est le même, Martin Harrison, mais la principale différence réside dans la touche espagnole qui a été apportée. Parmi les sources d'inspiration et de fascination de l'artiste, figurent de grands maîtres espagnols tels que Velázquez, Picasso ou Goya. Vous le voyez, nous sommes à Bilbao, en Espagne, et l'un des grands changements par rapport à Monaco, c'est que nous avons plus de peintures espagnoles. Certaines du XXe siècle, d'autres du XVIIe. Alors cela crée une nouvelle relation, mais nous avons bien sûr gardé des pièces françaises venant de l'exposition monégasque. Mais dans tout nouvel espace, et cela pourrait être pareil ailleurs dans le monde, quand vous regardez les peintures de Bacon, même avec un système d'éclairage différent, vous découvrez son travail d'une nouvelle manière. Et il y a tellement de choses que nous ignorons encore de ces peintures que vous apprenez donc toujours quelque chose.
Nous travaillons toujours en prenant en compte d'abord nos espaces. On le fait vraiment pour toutes les expositions. Nous voulons que chaque espace présente une caractéristique bien particulière et pour nous, cela permet ensuite de présenter les œuvres de la meilleure manière qu'il soit. Monaco a travaillé en fonction de ses espaces et nous sommes partis de zéro parce que ce musée n'a rien à voir avec le Grimaldi Forum de Monaco. Plus de 6 décennies de création sont présentées dans les immenses salles du musée Guggenheim. La configuration des lieux permet de découvrir avec un regard nouveau cette exposition qui a vu le jour à Monaco. C'est un second regard. Alors évidemment, il y a le lieu de Guggenheim de Bilbao avec cette écriture, Frank Gehry, qui marque énormément et qui devait sans doute pour le commissaire demander à reconsidérer l'accrochage avec des espaces très différents, des ambiances différentes. Les très grands formats gardent une puissance extraordinaire dans les grands volumes et les hauteurs sous plafond de cet espace. Et le choix des fonds de couleurs pour les œuvres sources références, que nous avions d'ailleurs déclinées à Monaco, fonctionne toujours aussi bien. L'itinérance de l'exposition Bacon ne devrait pas se poursuivre après Bilbao. Les propriétaires des œuvres prêtées pour l'occasion sont impatients de retrouver leurs biens. En revanche, le savoir-faire du Grimaldi Forum en matière de montage d'expositions est plus que jamais reconnu, avec des sollicitations devenues de plus en plus fréquentes. Des négociations sont actuellement en cours pour l'exposition consacrée à Grace Kelly. Quant à l'exposition estivale 2015 consacrée à la révolution des avant-gardes russes, elle sera accueillie à la Fondation Mapfre à Madrid en 2018. Pendant 6 mois, le musée océanographique a vécu à l'heure aborigène avec l'exposition Tabanaba. Et pour marquer la fin de cette grande exposition, l'établissement a accueilli un invité spécial. Reportage de Frédéric Elion. Il est considéré comme l'un des leaders de la communauté de Kobe-Tumbiali. C'est un chef papou respecté de la tribu des Huli. Mundia Kepanga vit dans une des dernières forêts primaires de la planète en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et pour fêter la fin de l'exposition Tabanaba, Australie, Océanie, Art et Peuples de la mer, il a traversé le globe pour se rendre au musée océanographique de Monaco. Mundia a pu découvrir la plus importante exposition d'art aborigène et océanien présentée en Europe, avec 150 œuvres et objets et plusieurs vidéos. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai vu plein de choses du monde entier, des objets de beaucoup de provinces de Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'ai vu une vidéo qui montrait la vie dans les Highlands, comment vivent les peuples, les Huli. C'est très représentatif de ce qu'il y a chez nous. C'est une très belle exposition, c'est bien pour la promotion de mon pays et pour la promotion de votre mission. Cette visite marquait donc la fin de l'exposition. Pendant 6 mois, le musée a vécu à l'heure aborigène et le bilan est plus que positif. Tout d'abord, nous avons quand même reçu plus de 410 000 visiteurs et je dois le dire, nous avons été formidablement aidés par des passionnés. Je dois citer le gouvernement d'Australie, mais aussi différents fonds liés au gouvernement d'Australie, et puis des particuliers, des mécènes qui sont passionnés par l'art et par ces tribus. Donc un grand succès auprès des visiteurs, et puis une grande joie pour moi et pour le personnel du musée, parce qu'on a eu l'occasion d'accueillir ces peuples aborigènes des îles du détroit de Torres, ou comme aujourd'hui Mundiji. Et même si la discussion en anglais n'est pas très facile, c'est un échange qui apporte énormément et qui apporte beaucoup de joie, de personnes qui ont su garder vraiment un échange qui est facile entre les hommes et la nature aussi. Certaines œuvres sont retournées en Australie, d'autres ont pris la direction de la Suisse et du musée d'ethnographie de Genève. Les filets fantômes resteront eux dans le salon d'honneur du musée jusqu'à fin février. Euranet Plus, ce nom ne vous dit peut-être rien. Eh bien, c'est un consortium de radios internationales et nationales européennes. Une réunion s'est déroulée en principauté, ainsi qu'une rencontre avec le ministre d'État. Plus d'explications dans ce reportage. Ils sont 25 à s'être déplacés en principauté, tous membres d'Euranet Plus. Ce sont des rédacteurs en chef et des responsables des programmes européens des radios membres du réseau. Ces membres du comité éditorial d'Euranet Plus ont participé à une réunion annuelle en principauté.
Ils en ont également profité pour rencontrer et s'entretenir avec le ministre d'État, mais également avec Gilles Tonelli, le ministre des Relations extérieures et de la coopération, et Isabelle Costa, secrétaire générale adjoint du gouvernement en charge de la cellule Europe. La présence en principauté de ces patrons d'information avait pour objectif de sensibiliser les responsables éditoriaux de 16 pays européens aux négociations en cours entre la principauté et l'Union européenne en vue d'un accord d'association, et ainsi leur faire prendre conscience des spécificités monégasques directement sur le terrain. Effectivement, Monaco est dans un intéressant processus de discussion, d'accord d'association avec l'Union européenne et de fait de livrer un peu comme ça les échanges entre les différentes nationalités qui sont ici représentées par les journalistes du réseau pour pouvoir effectivement chercher ensemble un point de vue commun sur cet objet européen qui recouvre des réalités extrêmement différentes selon les pays et notamment au sein de Monaco puisqu'effectivement votre particularité de principauté est d'être un micro-État avec des spécificités bien locales. Euranet Plus a été créé en 2007 avec le soutien de la Commission européenne. L'objectif de ce réseau est d'offrir un traitement pan-européen de l'actualité communautaire. Euranet Plus est un réseau aujourd'hui de 18 radios qui se sont réunies maintenant il y a près de 10 ans pour couvrir davantage l'actualité européenne. Donc nous sommes sous contrat de service, on appelle ça, avec la Commission européenne pour chercher à couvrir davantage quantitativement et qualitativement l'actualité européenne en toute indépendance éditoriale et surtout donner des points de vue divers sur cette actualité européenne. On sait aujourd'hui que l'Europe est en crise d'identité. Précisément notre rôle modeste mais réel est de chercher à faire un lien entre les citoyens européens qui souvent ne comprennent pas cet édifice européen et la réalité de la vie européenne, du projet européen. Cette réunion annuelle est l'occasion pour les membres de ce comité éditorial de coordonner leur contenu. Euranet Plus, en quelques chiffres, ce sont 18 radios publiques et privées à travers l'Union européenne, 22 millions d'auditeurs cumulés par jour et 1600 heures d'émissions relatives aux affaires européennes. La coopération internationale de Monaco, vous le savez, est très active à travers le monde. L'aide publique au développement est l'une des priorités de la politique monégasque. La direction de la coopération internationale de Monaco vient de réunir ses coordinateurs techniques. Voyez ce reportage de Patricia Navarro. Ils viennent de Madagascar, du Maroc ou bien encore du Niger. Ces hommes et femmes de terrain sont les piliers de l'action de la coopération internationale monégasque dans leurs pays respectifs. Pour la 3e fois, tous ont été invités à se rendre en principauté pour une réunion destinée à mieux cerner les différentes facettes de leur travail quotidien et destinée à leur rappeler les attentes qui entourent leur mission. Le fait d'avoir des projets, Monaco a toujours favorisé des projets spécifiques qu'il voulait suivre. Donc le meilleur moyen pour suivre ces projets, c'est d'avoir sur place des coordinateurs techniques qui puissent être vraiment là et se rendre compte de l'évolution, de comment se passent les projets et des avancées qu'on obtient. Donc c'était fondamental pour nous. Quel message avez-vous tenu à leur délivrer ? En fait, c'est un message très général de leur expliquer ce que nous faisons au sein des relations extérieures pour qu'ils aient aussi cette information sur Monaco, puisqu'ils travaillent pour nous là-bas, mais il faut aussi qu'ils sachent ce qui se passe du côté monégasque. Et bien évidemment, échanger également sur les projets en cours et les projets à venir. Partage d'expériences, état d'avancée des projets en cours et feuilles de route sont au cœur de ces réunions qui permettent aux coordinateurs techniques de la coopération internationale de repartir dans leur pays avec de précieuses informations. Ce sont des réunions qui sont extrêmement utiles, précieuses, qui nous permettent donc d'examiner tous ensemble les orientations stratégiques de la coopération monégasque. Donc pour nous, c'est extrêmement important de travailler aussi tous ensemble sur les mêmes instruments. Donc ça permet aussi de renforcer la qualité de notre intervention dans le pays dans lequel nous travaillons. Et puis surtout, ce qui est extrêmement utile aussi pour nous, c'est de nous imprégner aussi de la politique de l'État monégasque, d'en savoir plus sur les institutions du gouvernement monégasque, des diverses orientations et de pouvoir aussi porter tout ceci dans notre action à nous, dans le pays concerné. Chaque année, ce sont plus de 130 projets qui sont soutenus par la coopération internationale dans 12 pays, l'aide monégasque se concentrant sur 3 domaines d'intervention prioritaires, la santé, l'éducation et l'insertion socio-économique. Le reste de l'actualité en bref.
La 4e China Night vient d'avoir lieu, une manifestation organisée à l'occasion du Monaco Yacht Show. Cette soirée fait suite à la Monaco Week qui s'est déroulée en Chine début juin. L'objectif de la China Night, c'était de promouvoir la destination Monaco et d'intensifier les liens économiques entre la République populaire de Chine et la Principauté. Vous voyez, le Yacht Club de Monaco a servi d'écrin pour cette 4e édition sous l'égide de l'ambassade de Monaco en Chine et de la direction du tourisme et des congrès. Coup de projecteur à présent sur le I Move for Peace Run organisé par Peace and Sport, un jogging collectif jusqu'à La Mala avec en chef de file la championne de marathon Paula Radcliffe. Émilie Rousseau vous en dit plus sur ce rassemblement. Profiter d'un entraînement, de l'expérience d'une grande championne pour relever un défi sportif et se mobiliser pour les projets de Peace and Sport. Tel est le but du programme I Move for Peace Run. Une 50aine de personnes a participé à ce jogging collectif aux côtés de la recordwoman du monde de marathon, Paula Radcliffe. Un footing qui avait un double objectif. Peace and Sport, c'est une charité qui essaie de rassembler toutes les gens qui font du sport pour vraiment réunir tout ce que le sport peut faire pour unir les gens, pour faire une différence dans les pays où vraiment il n'y a pas la paix. Donc les gens souffrent et on peut faire une différence en faisant du sport, en utilisant toutes les choses que le sport fait apprendre aux gens pour essayer de réunir les peuples partout dans le monde. Donc cette petite footing avec I Move for Peace, c'est juste une petite soirée où on peut courir ensemble, prendre plaisir dans la course à pied, mais en même temps réfléchir un peu à ce que le sport peut faire dans le monde entier. Ce rassemblement aura permis de récolter 800 € pour les projets terrain de l'organisation internationale Peace and Sport. C'est aussi l'occasion pour dévoiler le programme I Move for Peace où le sportif devient alors un peace mover. C'est le cas par exemple d'Olivier de Rofignac qui l'an dernier a participé au Marathon des Sables. Il avait alors décidé de donner une dimension solidaire à sa course via le site Fosbury et avait pu récolter près de 6 000 €. Pendant plusieurs années, j'étais skipper professionnel, donc j'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai eu du challenge de trouver des sponsors pendant des années pour financer les bateaux. Il faut reconnaître que le Marathon des Sables, c'est un budget beaucoup plus raisonnable, donc je me suis autofinancé sans aucune difficulté. Et j'ai profité effectivement de mettre en lumière cette association-là. Et donc j'avais rencontré Peace and Sport par Laurent Dupont, qui est le directeur, que je connaissais par ailleurs. Et donc voilà, c'était une occasion rêvée d'allier, de partager cette course-là. Cette année, d'autres Peace Movers ont pris le relais pour défendre un programme soutenu par Peace and Sport. Prochain événement d'ailleurs pour l'organisation internationale, les Jeux de l'Amitié du 14 au 16 octobre prochain au Rwanda. Quel temps va-t-il faire dans les jours à venir? Voici la météo. Mercredi, on reste sur une météo qui correspond plutôt à la fin de l'été avec du soleil, un temps sec et des températures clémentes de 18 à 25 degrés. Jeudi, en revanche, une détérioration, beaucoup de nuages et un risque de pluie au cours de la journée. Les températures baissent, il fera de 17 à 21. Vendredi, des nuages et l'apparition du soleil. Samedi, le soleil sera plus incertain, nuages, soleil, mais il se peut qu'il pleuve également. Et enfin, dimanche et lundi, le temps sera changeant entre nuages et soleil. Ce journal est terminé. Merci de votre fidélité. La suite de vos programmes avec pour commencer votre magazine ciné de José Sacré. À très bientôt. Au revoir.